Bonjour à tous. Dans les 4 vérités, je reçois ce matin Brahima Doumbia, secrétaire général en charge des élections au RDR. Bonjour et bienvenue dans nos studios. Bonjour, cher frère Herman. C'est un plaisir pour moi également de me trouver dans vos studios et d'échanger sur des questions qui nous préoccupent. Bien évidemment, nous allons parler donc du Sénat et c'est un plaisir aussi pour nous de vous recevoir. Alors, la Côte d'Ivoire a maintenant un Sénat, mais pour une fois encore, ce serait sans l'opposition. Comme en 2011, on a eu un Parlement pratiquement sans opposition. Est-ce que de ce point de vue-là, on a fait, en termes de démocratie, des avancées? Le Sénat a été institué par la Constitution de la Troisième République donc de Côte d'Ivoire. Le président a mis en œuvre cette constitution. Les élections ont été ouvertes. Chacun pouvait se présenter. L'opposition n'a pas jugé nécessaire de présenter des candidats. C'est son droit. Et donc nous respectons également son droit de ne pas se présenter à des élections. Et comme si l'opposition avait décidé de se présenter, on aurait compétit également avec l'opposition. Alors, que répondez-vous à cette opposition-là qui conteste même la création de cette Chambre? Bien, je pense que ce débat est un débat clos, c'est derrière nous. C'est derrière nous. Tout le monde a été invité à faire campagne pour ou contre la Constitution. À partir du moment où la Constitution a été adoptée par le peuple de Côte d'Ivoire, il est du devoir de chacun, que ce soit ceux du pouvoir ou ceux de l'opposition, de mettre en œuvre cette Constitution. Il faut respecter notre loi fondamentale. Alors, qu'est-ce que le Sénat va changer dans le quotidien des Ivoiriens? Bien, le Sénat va travailler en deuxième lecture sur les projets de loi qui vont être soumis au Parlement, qui vont être examinés par l'Assemblée nationale. Vous savez que les sénateurs sont des personnalités d'un certain âge, d'une certaine expérience de la vie, qui sont les représentants des collectivités territoriales. Et ils vont donc apporter une nouvelle touche pratique aux différentes lois pour que ces lois soient des lois qui puissent résoudre les problèmes auxquels les Ivoiriens sont confrontés. Donc c'est là l'apport essentiel mais fondamental du Sénat dans la vie politique et démocratique de notre pays. Donc c'est ce que le Sénat pourrait faire, le Parlement actuel aurait pu le faire aussi, non? Oui, mais je pense qu'à partir du moment où on peut améliorer donc le dispositif législatif, il faut le faire. C'est entre autres certaines tâches du Sénat. Le Sénat aussi va regarder toutes les lois des finances. Le Sénat va contribuer à l'encadrement des populations, à l'information des populations, à l'éducation des populations, à la sensibilisation des populations par rapport au changement de mentalité, par rapport à l'intérêt commun. Et je pense que ce n'est pas une chambre de trop, mais c'est une chambre qui vient compléter non seulement le dispositif, mais qui vient également aider nos populations à avancer vers le progrès économique et social. Est-ce que vous comprenez ces pays qui suppriment le Sénat, comme le Sénégal? Ben, je pense que je n'ai pas bien regardé ce qui se passe au Sénégal. Je ne connais pas donc les raisons pour lesquelles le Sénégal supprime le Sénat, donc je ne peux pas juger. Est-ce que d'un point de vue politique, vous pensez que le Sénat pourrait encore vraiment rapprocher les Ivoiriens? Est-ce que ça va aussi dans le sens de la réconciliation nationale? Oui, toutes les institutions qui sont mises en place vont dans le sens d'une plus grande cohésion, d'une plus grande prise en compte des besoins des populations, parce que la réconciliation tant prônée entre les Ivoiriens ne va pas se décréter. La réconciliation passe également par le travail que le gouvernement fait sous la conduite du président de la République, c'est de faire un investissement, un développement inclusif de toutes les régions, la prise en compte des besoins de toutes les populations, que ce soit en eau potable, que ce soit en électricité, que ce soit
en infrastructure routière, de santé, d'école, et que ce soit dans la prise en charge des maladies, des malades, le fait que tout le monde se sente concerné par les investissements de l'État, que personne ne se sente exclu, est un facteur important de réconciliation. Et vous verrez d'ailleurs que les populations aujourd'hui vivent ensemble, travaillent ensemble, s'invitent dans les différentes manifestations, que ce soit le mariage, que ce soit à la plage, que ce soit des occasions de malheur. Les gens travaillent, s'invitent et s'épaulent. Donc la réconciliation est en marche. Mais cela veut dire que la réconciliation est beaucoup plus politique. Non, aujourd'hui, il y a une certaine frange de la classe politique qui veut prendre la réconciliation en otage, en mettant des préalables par rapport à telle personnalité, en faisant abstraction de la loi, des faits, d'atteinte à la sûreté de l'État. Mais en dehors de cela, vous prenez la grande majorité des Ivoiriens, ils aspirent à vivre ensemble et les gens se fréquentent dans les quartiers, dans les bureaux et partout. Et vous vivez au quotidien avec nous. Vous voyez que c'est un processus qui est en cours et qui avance très bien. Alors, il n'y a pas que la réconciliation qui divise, il y a aussi la lourde question de la commission électorale indépendante. Depuis sa création, cette institution ne fait que diviser plutôt que de rassembler. Aujourd'hui, l'opposition et la société civile exigent une refonte complète de cette CEI-là. Apparemment, le pouvoir n'en veut pas. La commission électorale indépendante qui est en place est le fruit des négociations. Mais comment cela se fait-il aujourd'hui? Avec, je finis, est le fruit des négociations, de dialogue avec l'opposition. Ce dialogue s'est fait sous la houlette d'organismes internationaux tels que le NDIL, National Democratic Institute, qui est d'une organisation américaine qui nous a soutenus, qui a aidé la Côte d'Ivoire. Tout le monde a débattu. Le format qui avait été arrêté initialement, mis en œuvre par le gouvernement, a été contesté par l'opposition. Les discussions se sont ouvertes. Des postes ont été créés au sein de la commission pour que l'opposition soit représentée, pour que la société civile soit représentée. Et cette commission a fait l'élection présidentielle, a fait l'élection des députés, a fait le référendum que nous avons suivi. Cette commission, le même cycle électoral se poursuit. Je ne vois pas pourquoi cette commission ne ferait pas les sénatoriales et les élections locales, c'est-à-dire les conseils municipaux et les conseils régionaux. Donc, mais en tout état de cause, à titre personnel, je considère le débat sur la CEI comme un faux débat. Pourquoi? Ce qui est important, c'est la transparence du processus électoral. Oui. Moi, je serais d'accord avec l'opposition que nous puissions prendre le code électoral, que chacun puisse regarder dans le code électoral quels sont les manquements, quels sont les dispositifs qui peuvent favoriser la fraude électorale, ou alors quels sont les aménagements ou les réformes qu'on peut faire dans le code électoral pour renforcer la transparence du processus électoral, de sorte d'encadrer le vote et faire en sorte que ni un individu ni la commission puissent faire quoi que ce soit en faveur de qui que ce soit. Alors, et d'ailleurs, au stade d'aujourd'hui, la commission ne peut faire élire personne. D'accord. La preuve, oui. Nous allons aux élections et les candidats du pouvoir perdent les élections. Alors, je voudrais quand même insister sur la CEI. Vous dites qu'il y aurait, vous invitez l'opposition à mieux regarder le contenu du texte du code électoral. Est-ce que vous pensez qu'à l'intérieur de ce code électoral, il y a aujourd'hui des choses à améliorer? Si oui, lesquelles? Oui, je pense que à l'intérieur du code électoral, qu'il y a des choses à améliorer. Vous prenez par exemple le transfert des électeurs. C'est-à-dire, la loi permet à un électeur inscrit à Abidjan d'aller s'inscrire dans une autre localité. Je prends par exemple Daloa, s'il y a des intérêts économiques ou sociaux. Donc c'est ce que la loi permet. Et ceci dans l'esprit des changements, des mouvements
des citoyens. Vous avez des fonctionnaires qui peuvent être affectés alors qu'ils étaient inscrits dans un endroit pour leur permettre de faire leur droit, d'exercer leur droit civique. On leur permet d'aller s'inscrire dans leur nouveau lieu d'affectation. Mais cela est dévoyé par certaines personnes qui ont envie de se présenter, qui convoient de façon massive des électeurs pour aller changer, je veux dire, pour aller changer la structure de l'électorat local afin de se faire élire maire ou conseil régional. Alors que ça arrange tous les grands partis bien organisés quand même. Je vous donne mon opinion. Je vous donne mon opinion parce que je considère cela comme une situation qu'il faut corriger parce que ça vient changer l'électorat local et l'élu ne se sent pas redevable des populations, que l'élu travaille ou non, il peut se faire réélire parce qu'il s'est constitué un électorat constitué par des personnes qui n'habitent pas la localité, qui ne vivent pas les réalités de la localité. Donc ça, ce sont des choses que nous devions pouvoir corriger. Est-ce que vous avez introduit une requête en ce sens auprès de la commission électorale? Oui, c'est une demande que nous faisons, c'est une demande de mon parti et je pense que je souhaite qu'on puisse travailler sur ces choses. Est-ce que le RDR ira aux prochaines élections locales tout seul ou encore en RHDP comme on le voit depuis plusieurs années maintenant? Le RDR est attaché donc au Rassemblement des ouvriers pour la démocratie, le RHDP, parce que le RDR considère que ce groupement constitue un facteur de cohésion, un facteur de stabilité, facteur de pérennisation de la paix. Et donc le RDR souhaite vivement qu'on aille même au-delà du groupement pour aller au parti unifié. Et donc la volonté, ça a été clairement exprimé par mon parti à l'occasion de beaucoup de réunions, de beaucoup d'instances, la volonté d'aller à toutes les élections en RHDP. Et c'est ce qui pose problème, le parti unifié. Est-ce que vous comprenez la démarche de certains au PDCI qui rejettent l'idée du parti unifié, mais en même temps qui acceptent d'aller aux élections en RHDP? Bien, la mise en place du parti unifié est un processus. Je considère que dans chacune des formations qui constituent le RHDP, il y a des débats internes. Donc, au niveau du PDCI, ces débats internes se poursuivent. Au niveau des autres formations, ces débats internes se poursuivent. À un moment donné, nous aurons donc la décision du PDCI RDA et le PDCI en tant que formation politique n'a pas encore dit qu'il est contre le RHDP. Et donc nous jugeons les gens aux actes et les débats qui se font à l'intérieur du PDCI sont des débats normaux dans une démocratie à l'effet de décider en toute connaissance des causes. Est-ce qu'on est beaucoup plus proche de l'explosion que de l'unité? Moi, je crois en l'intelligence de toutes des responsables des différentes formations politiques et je suis sûr que nous voulons tous éviter ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire et qu'on ira plus vers l'unité qui nous arrange nous tous. Brahima Doumbia, merci et bonne journée. Merci.